Dans un dessin de Mix et Remix, il y a un coureur cycliste qui a gagné une course et qui dit « Je ferai mieux la prochaine fois », comme ils disent toujours, hein. Puis il rajoute « Si la médecine fait des progrès ». On connaît aussi en 2004 un bouquin de Carl Elliott qui avait pour titre « Better than well », mieux que bien. Donc manifestement, l'être humain cherche toujours à faire mieux, et mieux que les autres, mieux qu'il a fait auparavant. Et la performance, semble-t-il, va jusqu'à l'obsession. On voit même les coureurs cyclistes du dimanche, dont je suis d'ailleurs, qui ont un ou plusieurs compteurs sur leur bicyclette, et pour calculer leur vitesse, puis quand ils rentrent chez eux, ils comparent ça sur leur ordinateur. Alors, des fois, ils se mesurent que par rapport à eux-mêmes, mais ils se mesurent quand même, ils veulent faire mieux. Mais si on pousse, on se rend compte qu'en définitive, ce rêve d'être mieux peut finir par devenir un véritable cauchemar. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que le mythe de la performance, ça amène jusqu'à la pathologie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui quand même en souffrent énormément. La surperformance au travail, c'est quand même la source du burn-out. Donc ça touche quand même une personne sur 10. Comme vous avez dit, il y a une instrumentalisation et une médicalisation de la performance à outrance. On peut se poser passablement de questions, notamment dans le domaine de la psychiatrie. Par exemple, il y a des articles qui ont été publiés assez récemment sur la surutilisation des amphitaminergiques qui étaient utilisés à la base pour les troubles d'attention avec l'hyperactivité, comme la Ritaline. On se demande combien de ces médicaments sont détournés du droit chemin. Et puis, on utilise des drogues pour se calmer, on utilise des drogues pour se stimuler. C'est vrai que la performance, elle est nécessaire au travail, et non seulement elle doit être là tous les jours, mais elle doit durer. Il y a quand même une usure avec le temps, il y a une diminution des capacités adaptatives avec le vieillissement. Donc, pour toutes ces raisons, l'être humain se drogue. Probablement, c'est toujours drogué, et avec des conséquences négatives, parce qu'il y a la toxicomanie, il y a des personnes qui ont une anxiété de performance par exemple sociale, hein. Il faut se présenter au mieux, il faut avoir le bon indice corporel, il faut avoir le bon QI, il faut avoir la bonne discussion, c'est absolument sans limite. Et puis maintenant, on a en plus les réseaux sociaux, ça c'est encore mieux, quoi. Donc, où les gens se scénarisent dans des situations merveilleuses, fantastiques, idéales, ou dans des performances sportives, où on côtoie toujours plus la mort, toujours plus le risque, où bien évidemment on se sent extrêmement vivant. Et puis là-dedans, il y a aussi une énorme surenchère. Donc, Mais qui c'est qui met la pression en fait? Parce qu'on peut avoir des fois l'impression que c'est moi qui me mets la pression, puis d'autres fois, comme vous dites, c'est les pairs, c'est les réseaux sociaux, c'est la société. Est-ce que c'est une sorte de constance de la nature humaine, si on ose encore utiliser ces concepts? Alors c'est vrai qu'il y a une cause externe, ça c'est indéniable, il y a une pression de la société pour être performant, et je pense qu'il y a aussi évidemment des causes internes, il y a des traits de personnalité, il y a des personnes qui souvent au travers de la vie qu'ils ont eu enfant, notamment tous ces enfants qui n'ont pas été respectés dans leurs limites, où les parents les ont beaucoup mis sous pression, ils leur ont dit tu peux toujours faire mieux, même quand tu ramènes un 5,5 à la maison, tu peux faire encore mieux, tu peux faire un 6. Donc il y a toute cette pression qui fait que ces enfants développent une forme de perfectionnisme et puis une recherche constante de la performance, mais en même temps, très souvent, ils n'arrivent pas à se mettre une limite. C'est-à-dire, ils ne sont jamais satisfaits. Et ça, c'est hautement d'ailleurs corrélé avec l'estime de soi. C'est-à-dire que c'est comme un espèce de réservoir troué qu'on essaye de le remplir constamment et qu'on n'arrive pas à remplir. Et puis, il y a une compulsion de cette recherche de performance où on n'arrive pas à définir l'objectif, où on n'arrive pas à définir le but, et dans laquelle on s'use. Ça devient un stress chronique. Alors, c'est une sorte de pathologie de l'estime de soi? Alors ça peut être une pathologie de l'estime de soi. Je pense qu'il y a des personnes qui ont une bonne estime d'eux-mêmes et qui sont en même temps dans une performance à outrance. Et les sportifs d'élite, je pense qu'ils doivent être dans ce trend-là. Après, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe de ces personnes quand ils arrêtent ce niveau de performance? Parce que souvent, c'est des personnes qui sont à la recherche de sensations extrêmes. Donc, pas mal d'entre elles tombent quand même dans la toxicomanie par la suite pour garder un niveau de sensation. Alors là aussi, c'est quand même une estime de soi qu'on pourrait dire un petit peu pathologique. Oui. Si on a besoin
de ces stimulants pour se sentir, pour être content de soi ou pour se sentir bien? Pour se sentir bien, parfois même pour se sentir vivant. Je pense qu'il y a beaucoup de ces sportifs, par exemple, de l'extrême, qui recherchent ces sensations pour se sentir vivant et pour se sentir aussi en contrôle de leur existence. Si j'affronte un risque extrême, je me mesure à la mort et en même temps je suis dans cet état de flow, vous savez, cet état de plénitude, eh ben, je suis juste bien, je suis en contrôle, je me sens fort, je me sens un surhomme. Sauf quand ça se termine mal, j'imagine. Ça se termine malheureusement souvent mal parce qu'on a de la peine à mettre des limites et c'est là où soit le mental casse, c'est le cas typique dans les burn-out, mais aussi le physique casse parce qu'il y a des dommages collatéraux, on n'écoute pas son corps, on essaye de dépasser les limites de son corps et puis on arrive forcément à des lésions que l'on va payer parfois des années plus tard. Bon, on comprend assez bien, dans le fond, dans le domaine du sport extrême, qu'on puisse aller trop loin d'une certaine façon. Hein. C'est vrai, quand on voit ces athlètes qui font des triathlons, enfin, de mon point de vue, ça me paraît déjà comme largement exagéré. Mais bon, je ne suis pas un sportif d'élite. Mais il y a aussi, chez les intellectuels, moi je pense par exemple à Sartre. Sartre lui-même disait qu'il prenait des amphétamines pour écrire sa grande œuvre qui est L'être et le néant. Hein. Il y a Baudelaire qui prenait du hashish, je crois, etc. Donc on peut aussi avoir l'impression que c'est peut-être... Parce que c'est des auteurs qu'on apprécie en plus de ça, hein, donc qu'il peut y avoir quelque chose de fondamentalement positif. Ah oui, ça c'est indéniablement, il y a un effet positif. Hein. Il y a un livre qui a été écrit par un auteur américain, Faldman, qui a beaucoup parlé du microdosing sur Internet. Et il y a une utilisation actuellement dans une population de gens extrêmement performants, comme les employés des GAFA, donc c'est le haut de gamme, mais je pense que... Et eux, ils disent que non seulement ça améliore leur capacité de concentration, mais aussi de créativité. Et eux, ils utilisent des microdoses de kétamine et de LSD, qui sont probablement plus efficaces que les drogues qui étaient utilisées avant. Et je pense qu'il y a un réel succès et un réel danger de cette réutilisation, parce qu'en fait, on a redécouvert ces produits. On les utilisait même en psychothérapie il y a une trentaine d'années de cela. Mais c'est clair qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'utilisation des produits pour augmenter aussi la créativité, pour augmenter les capacités intellectuelles. C'est le cas aussi de la Ritaline, des amphétamines. Je pense qu'une quantité de parents doivent probablement détourner la Ritaline de leurs enfants pour être performants face à l'interview d'évaluation qu'ils vont avoir avec leur chef le lendemain matin, quoi. Mais dans le fond, bon, effectivement, on prend des substances un peu stimulantes. Ça pouvait être la caféine, peut-être à une certaine époque, ou le ginseng, je ne sais pas, dans ma génération. Mais est-ce qu'on sait si ça a une efficacité ou si c'est un simple effet placebo? Alors c'est très difficile, donc en psychologie humaine, vous savez que l'effet placebo a une énorme importance, c'est entre 35 et 40%, mais il n'y a pas d'études véritablement scientifiques qui le prouvent. Il y a des produits, des dérivés d'amphétamines qui ont été utilisés par les militaires et testés par les militaires, parce que vous savez qu'on les utilise aussi. Hein. Les amphétamines ont été utilisées, l'argomano durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui effectivement permettent, en tout cas, à ces gens-là de durer plus longtemps. Mais probablement qu'il y a un effet. Il y a un effet déjà dans le changement de la psychologie, de la conception du soi. On se sent plus fort, donc on ose plus, probablement, on va plus loin, certainement, au niveau même mental. Donc, si vous voulez, la barrière, par exemple, anxieuse, elle est moins présente. Mais alors, ça, c'est des effets quand même un petit peu assez positifs, d'une certaine manière. Tout à fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas alors généraliser l'utilisation de ces substances psychostimulantes? Je dirais, on peut aller jusqu'à l'extrême. Dans certains livres, on va utiliser les substances pour rendre les gens heureux. Et effectivement, il y a quand même des études anciennes des années 60 qui disaient « améliorons l'estime de tous les enfants, comme ça il n'y aura pas de toxicomanes, il n'y aura pas de délinquants ». Donc, mais c'est sûr que si on utilise autant ces produits, c'est qu'ils ont en tout cas une efficacité, moi je le pense en tout cas, et puis ça garantit leur succès, c'est leur un peu pérennité. Paradoxal, parce qu'il faut utiliser ces substances pour qu'on ne devienne pas toxicomane. Dans le fond,
on introduit une sorte de toxicomanie pour empêcher la toxicomanie. Exactement. On introduit une toxicomanie pour empêcher la toxicomanie. Mais de toute manière, je veux dire, l'être humain n'a jamais pu renoncer à des recherches pour s'améliorer, pour augmenter ses capacités, que ce soit sur le plan physique aussi, hein, sur le plan sexuel aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais combien de jeunes hommes utilisent le Viagra et ses dérivés? C'est quoi? C'est 10, 20, 30%? Il n'y a pas vraiment d'études sur le sujet, mais c'est énorme. Donc dès qu'on sort une substance qui a la potentialité d'être utilisée comme substance de pente, vous êtes sûr qu'elle sera détournée. Mais c'est vrai, mais dans le fond, si, on peut se dire aussi que ceux qui prennent ce genre de substance, ils trichent d'une certaine manière. Bien sûr. Et les médecins aident à tricher. C'est ce que disait le personnage de départ. La médecine doit faire des progrès. Alors elle a inventé toutes sortes de produits qui sont de moins en moins traçables pour justement échapper. Et puis on est rattrapé par les tests de laboratoire qui sont de plus en plus performants. Ou simplement ces athlètes qui évitent d'aller faire leurs tests d'urine pour éviter d'être attrapés. Avec des fausses poches. Avec des fausses poches, etc. Il y a plein de stratégies là autour. Ouais. C'est vrai, oui, effectivement. Mais bon, le dopage, on peut dire c'est tricher parce qu'on se donne un avantage immérité par rapport à ses concurrents. Mais d'une certaine manière, l'attitude de la personne qui se dit je veux faire mieux, donc je prends une substance non naturelle, et certains vont rajouter. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que d'une certaine manière, il triche avec la vie? C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. Parce que souvent, on a aussi un idéal d'utiliser ses capacités naturelles, dans le sport aussi d'ailleurs, pour arriver à ses limites naturelles, d'une certaine façon. De se doper, de prendre ces substances, c'est d'une certaine manière ne pas s'accepter tel que l'on est. Or, l'acceptation de soi, l'être humain semble un petit peu tiraillé entre, d'une certaine manière, une insatisfaction de soi et puis l'acceptation de soi, mais d'une certaine manière, on pense que quelque part, il faut arriver à s'accepter soi-même. Alors ça, c'est une entreprise difficile. Moi, je pense que la nature humaine, et l'histoire le montre, a toujours été d'essayer d'aller plus loin, toujours de se dépasser. Je ne sais pas si l'homme du XXIe siècle, on peut dire, a vraiment réussi à se dépasser, parce qu'il reproduit quand même passablement les scénarios du passé. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intrinsèque, alors je ne sais pas si c'est un besoin inné à l'homme, d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Et il y a quand même ce côté, je ne sais pas si c'est codé ou si c'est construit à l'intérieur de notre esprit. Et je pense qu'on est plus que jamais aujourd'hui dans la recherche du dépassement de soi, dans la recherche de l'homme augmenté. Et ce sera nécessaire probablement si on veut aller plus loin, parce qu'on est relativement bien adapté sur la planète Terre, mais si un jour on veut explorer l'univers, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est Elon Musk qui y pense. Exactement, entre autres. Ouais. Mais d'une certaine manière, la devise de l'olympisme, plus haut, plus vite, plus fort, c'est quasiment une description de l'être humain, d'après vous. Hein. C'est exactement ça, et c'est une des bases du mythe de la performance, en tous les cas sportive. Est-ce que, oui, d'un autre côté, bon, comme je vous l'ai dit, il y a aussi tout un mouvement d'acceptation de soi, on voit dans les philosophies orientales notamment. Mais c'est vrai que, bon, quand on fait de la méditation, est-ce qu'on s'accepte soi-même ou est-ce qu'on essaie d'aller plus loin? Je pense qu'en même temps, on fait les deux, parce que moi qui pratique la méditation, je peux dire que c'est une entreprise extrêmement difficile de cohabiter avec soi, avec tous ses aspects, avec tous ses défauts, parce que l'esprit quand même il vagabonde, et puis arriver vraiment à cet état de détachement et d'harmonie, c'est quand même une entreprise drôlement compliquée. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès de la psychothérapie et de la psychiatrie. Je pense que c'est un cheminement ultra compliqué, et puis c'est très difficile de trouver vraiment des modèles auxquels on peut se référer, même des modèles modernes, qui vous donnent l'image de quelqu'un qui est en même temps dans sa plénitude, qui s'accepte, qui est équilibré. Moi, personnellement, je ne vois pas beaucoup d'images publiques aujourd'hui qui correspondraient à cet aspect complexe, cet ensemble complexe. On reste tiraillé en différentes aspirations. Hein. Merci Pierre Sindelard d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.
Bien, comme tu sais, Benck, le poète latin Juvénal a dit « un esprit sain dans un corps sain ». Et Pierre de Coubertin, qui est le fondateur de l'olympisme, a repris la phrase, l'a adaptée en disant que pour l'olympisme, il faut dire « un esprit ardent dans un corps musclé ». Alors, un sportif, c'est donc quelqu'un qui fait preuve d'ardeur et qui use un corps bien musclé, musclé à souhait. Donc, avoir un corps bien musclé, avoir une certaine ardeur, tout ça sont des concepts qui admettent des degrés. On peut être plus ou moins ardent, plus ou moins musclé. Ça se voit bien d'ailleurs pour ceux qui cultivent particulièrement cela. Alors, évidemment, ça peut, comme je viens de le signaler, ça peut aller très loin. Quand on voit ceux qui font du culturisme, c'est vraiment un corps extrêmement musclé, peut-être un corps trop musclé par rapport à ça. Il y a l'image du gringalet qui ne fait pas de sport ou très peu, qui est maigrichon, etc. Bon, c'est un domaine donc, où on peut aller effectivement de zéro à presque l'infini, enfin pas tout à fait l'infini, je pense qu'on est limité, mais la question que je me pose, c'est que bon, on est dans une société qui pousse à la performance, qui pousse à l'excellence et donc qui pousse à aller d'une certaine manière toujours plus loin. Mais est-ce que dans la pratique du sport, il y a un juste milieu ou est-ce qu'on est un peu voué à l'extrême, soit on n'en fait pas du tout, soit on en fait beaucoup trop? Dans le sport populaire, on pourrait dire qu'il y a certainement un juste milieu. Mais tu viens de citer Coubertin. Il disait aussi autre chose, hein. Plus loin, plus haut, plus fort. Hein. Et donc ça traduit déjà tout de suite ce qui est dans le sport de compétition. Et depuis un siècle, on court après les records et on essaye de les améliorer encore. Et là, on cherche justement l'extrême. C'est le but du jeu, quoi. C'est de vraiment chercher où sont les limites. Et là, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il se passe un truc encore pendant notre ère. C'est que, par exemple, le 100 mètres, on a connu les Jeux de Pékin avec Usain Bolt qui a fait de nouveau tomber le record. Il a pulvérisé le record antérieur et tout le monde était très impressionné. Et tout le monde attend maintenant le prochain Usain Bolt pour voir encore une amélioration de ce record. Il faut savoir que ce record, il va s'arrêter de s'améliorer. Parce que les 100 mètres, on ne les courra jamais en 0 secondes, n'est-ce pas? Ça va s'arrêter. Et ça s'arrêtera où? C'est là où l'exception, l'extrême, vraiment l'extrême du phénotype humain sera trouvé. Pourquoi ça s'améliore encore aujourd'hui? Parce que le sport est globalisé, le bassin de recrutement est de plus en plus grand, et on trouve de plus en plus de spécimens, j'ose utiliser ce mot, justement pour renforcer la réflexion, le spécimen génétique qui ensuite s'est épanoui dans un environnement approprié pour amener ce côté extrême, de pousser encore un tout petit peu plus loin les choses. Donc il y a bon nombre de records qui, dans les 20 à 50 années à venir, vont s'arrêter de s'améliorer parce qu'on touche simplement à des limites de physique, de biologie, de chimie. Mais donc dans le sport compétition, élite, c'est l'extrême qu'on cherche. C'est ça le but ultime de ce jeu. Mais alors ça veut dire qu'il y a une sorte d'injonction qui habite le sport à aller jusqu'au bout d'une certaine manière. Et si quelqu'un a envie de faire du sport de compétition, je veux dire, de manière modérée, c'est juste pas possible. Si, c'est possible. Le sport populaire est un bel exemple, quoi. Chaque année, à Genève, il y a des milliers de personnes qui courent la course d'escalade. Ils sont plutôt en compétition contre eux-mêmes, contre leurs copains, copines. Voilà. Et puis on se fait aussi un certain plaisir, quoique à l'arrivée, on peut en douter quand on voit arriver certaines de ces personnes. Mais on ne joue pas avec l'élite. Donc là, oui, il y a un juste milieu. Le sport amène aussi beaucoup de choses qui est bien, quoi. Il ne faut pas penser que c'est uniquement de ce qu'on voit, la dérive dans certaines compétitions d'élite, etc. Ce n'est pas ça qui est finalement le plus important. Il faut aussi être conscient que le sport populaire est réel, hein, a une certaine valeur, une certaine utilité, et puis là, le juste milieu est tout à fait possible. Mais pourtant, même dans le sport populaire, on se rend bien compte que les gens prennent des additifs alimentaires parfois, ils s'entraînent, ils se comparent à leurs copains, comme tu dis. Ce n'est pas en fait la même logique qui est à l'œuvre. C'est un peu la même logique, mais
il faut essayer de pondérer ensuite. Est-ce que c'est peut-être meilleur de prendre quelques compléments alimentaires qui probablement ne fonctionnent de toute façon pas, hein, qui feront plutôt le porte-monnaie un peu plus rempli de celui qui vend ces compléments qu'autre chose, hein, et de s'entraîner avec ses copains, de faire un peu attention de ce qu'on mange, etc., que de rien faire et de regarder le foot à la télé en buvant une bière et en mangeant des chips, quoi. Je pense que le risque pour la personne, deuxième exemple, est probablement plus important que de celui qui s'entraîne avec ses copains pour participer à la course de l'escalade. Oui, parce qu'on peut se demander, si tu viens de parler de la question de la santé, mais on entend dire aussi parfois, bon, il faut faire une demi-heure ou 3/4 d'heure de marche par jour, ça suffit. Si on en fait trop, c'est mauvais pour la santé. Alors ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a certainement une relation entre l'activité physique au quotidien et la santé, ça c'est clair. La relation est néanmoins pas linéaire, elle est courbe. C'est-à-dire que quand on ne fait rien et on commence à faire quelque chose, même en dessous d'une demi-heure, ben, il y a déjà un retour sur la santé important. Mais au-delà d'un certain niveau d'activité physique, non, effectivement, la courbe peut même s'infléchir. Par exemple, le marathonien qui est capable de courir un marathon en 3 heures, un bon amateur, si cette personne ajouterait encore plus d'entraînement par-dessus l'entraînement habituel, il se peut qu'il y aura une fracture d'usure ou quelque chose d'autre, un problème de santé qui se développera. Donc, oui, la réponse est clairement, il faut un certain niveau d'activité physique. Le retour sur la santé est très important, mais au-delà d'un certain niveau, une certaine intensité, ça peut devenir problématique. Un exemple dans le sport élite, c'est ce qu'on appelle l'entraînement exagéré, le surentraînement, c'est quelque chose qui est ensuite une sorte de pathologie qui se déclare avec de la performance qui péjore, qui finalement traduit un corps trop mis sous stress, qui va donc ensuite se traduire dans carrément une pathologie qu'il faut prendre en charge. Mmh. C'est vrai, on entend parfois parler d'athlètes surentraînés dont je crois, mais tu sais les choses, tu connais les choses mieux que moi, que le muscle grossit tellement qu'il crée des lésions dans les enveloppes qui sont autour. Hein, et que... Oui, ça existe également, tout à fait. Oui, ça existe tout à fait. Ouais, ouais. Mais alors, d'une certaine manière, si le sport vise à l'extrême dans le domaine des compétitions, si en se mesurant contre ses amis, on essaie de faire toujours mieux, on dépasse largement la dose, j'allais dire, la dose médicale de sport utile, et donc le sport est toujours mauvais pour la santé. À passer un certain... À partir d'un certain seuil, on pourrait que presque tous les sports peuvent aussi amener un risque à la santé, tout à fait. C'est peut-être là où c'est intéressant, c'est de s'intéresser au sport extrême, hein. Parce que là, on parlait plutôt du sport style marathon, course à pied, etc. Mais il y a aussi des sports extrêmes où finalement on pousse les limites aussi, pas uniquement du corps, mais également de ce qu'on fait ensuite avec son corps dans un environnement donné. Alors un exemple, c'est par exemple la plongée en apnée. Où il y a des choses absolument extraordinaires. Le record du monde aujourd'hui de l'apnée en statique à la surface, c'est plus que 11 minutes. Donc 11 minutes sans respirer, c'est juste incroyable. Et en profondeur, ces personnes sont capables, non assistées, de déjà descendre à 100 mètres, et puis ensuite de remonter à la surface et de sortir vivant, encore conscient, mais dans des situations de physiologie respiratoire totalement extrêmes, vraiment incroyables. Très intéressant pour des scientifiques comme moi. Hein. Moi, je suis émerveillé de ce que la physiologie humaine est capable de faire, mais en prenant des risques énormes en ce qui concerne ce qui pourrait se passer. Un autre exemple, c'est bien sûr le ski extrême, où il y a des personnes qui descendent des pentes de façon tellement incroyable, avec un risque réel de mort. Là, je pense aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant à discuter en ce qui concerne le côté extrême, le côté de pousser encore plus loin pour vraiment trouver où sont les limites déjà de ce que le corps humain en général est capable de faire, mais aussi la personne qui utilise son corps pour réaliser ensuite ses exploits. Moi, je pense que il y a plusieurs raisons qui permettent d'expliquer ce genre de comportement. Une raison est probablement liée à l'évolution. C'est l'évolution nous a amené probablement une certaine curiosité, une certaine ouverture vers notre environnement, une certaine volonté d'aller explorer, de prendre des risques, parce que ça amenait potentiellement un gain en survie et donc de survie de l'espèce.
Et on sait que dans le monde animalier, ça existe, hein, donc ça a été recherché avec différents animaux. Puis on sait qu'il y a une distribution de volonté de prendre le risque, du risque, et que c'est probablement aussi le cas chez l'humain. Donc ces personnes qui prennent ces risques extrêmes dans des conditions environnementales absolument incroyables sont probablement poussées aussi pour des raisons génétiques. Oui, parce que l'amour du risque est assez variable hein, chez l'être humain. Il suffit d'ailleurs de regarder ce qui s'est passé pendant la pandémie de la Covid, où il y a des gens qui étaient extrêmement précautionneux, et puis d'autres, dans le fond, ça ne les frappait pas beaucoup. Hein. Tout à fait, non, cette distribution, elle existe. Alors, chez l'humain, c'est très difficile de voir la part du génétique et de ce qui est, disons, culture, etc., et histoire personnelle. Mais chez l'animal, on peut le contrôler. Donc on peut, par exemple, essayer, avec des souris ou des rats, de sélectionner chaque fois les individus les plus curieux, voir les individus les moins curieux, le moins, disons, d'accord de prendre du risque, puis ensuite commencer à voir, mais tiens, ça tient à quoi? Puis là, clairement, il y a une signature génétique, comme quoi il y a effectivement une sorte de distribution dans la population. Il est très probable que la même chose soit également le cas chez l'humain. Tout à fait, oui. Je me rappelle d'une expérience qui avait été faite sur les renards. On avait pu quasiment apprivoiser une sous-race de renards en quelques générations. Tout à fait. En les testant. Les Russes, oui. Voilà, aussi simple que les renards qui acceptaient de venir lécher la main de l'être humain ou non, etc. Donc, on est effectivement différent là-dessus. Mais il y a quand même derrière ce sport, cette compétition, une sorte de conception de la vie bonne, d'une certaine façon, qui semble avoir chez l'être humain, parce que on peut essayer on est en compétition dans le sport contre autrui, mais aussi contre soi-même, comme tu le disais. Hein. Et on connaît bien, probablement que moi je suis aussi un peu victime de cela, puisque je fais du vélo, mais dans le fond, quand on a fait une jolie randonnée, on se dit « Ah, j'ai fait un peu moins de temps que l'année passée », ou un peu plus de temps, l'âge venant, que l'année passée. Est-ce que c'est véritablement, tu penses, une sorte de caractéristique de l'être humain de vouloir aller plus loin, plus haut, plus vite, comme disait Pierre de Coubertin? Oui, j'en suis convaincu. Et je pense qu'il y a quand même nombre de données maintenant scientifiques aussi qui permettent de sous-tendre cette position. Moi, je pense qu'il y a deux choses vraiment importantes qui nous caractérisent comme humains. D'abord, qu'on est des bêtes sociaux. Hein. On est profondément social. On ne peut rien faire tout seul, on dépend de l'autre, et puis c'est grâce à la relation avec l'autrui qu'on a pu finalement arriver à bâtir de ce qu'on a bâti aujourd'hui. Avec du très beau, comme il y a aussi du très laid, hein, on est bien d'accord. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est notre volonté de découvrir, de comprendre, d'inventer, d'explorer, justement de prendre le risque. Et ça aussi nous a amené probablement à faire le chemin qu'on a fait depuis quelques centaines de millions d'années, hein, en prenant en compte également nos ancêtres. Mais c'est intéressant parce que d'un autre côté, il y a aussi une critique de cette compétition à outrance. Et puis on valorise aussi le fait d'être satisfait de son sort, d'être capable de s'arrêter. Comment tu vois l'équilibre entre les deux ? Le juste milieu, c'est un peu fade, hein, mais bon, je pense que c'est ça. Mais je pense qu'on a aussi besoin des extrêmes, parce que pourquoi on aime tellement l'exploit? Parce qu'on l'aime, hein. Collectivement, on le voit. Pourquoi il y a les Olympiades toujours, puis malgré le fait qu'il y a une certaine crise olympisme aujourd'hui, on est bien d'accord, on aime toujours, on regarde les compétitions, on aime bien s'identifier avec l'équipe nationale de foot qui va s'affronter contre d'autres pays, etc. Donc il y a ce besoin quand même de s'identifier avec des exploits, avec des choses qui vont plus loin qu'on était habitué de voir. Donc je pense que c'est aussi de nouveau profondément humain chez nous, de également vouloir l'accès à l'extrême. Comme disent les philosophes depuis tout le temps, l'être humain est un être assez contradictoire, hein, ou du moins dans lequel résident de multiples aspirations qu'il n'est pas forcément facile de concilier. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu banal de dire ça, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Non, moi je suis profondément d'accord, quoi. Le monde est imparfait, on est d'accord. L'humain est également imparfait. Je pense que c'est aussi dû de nouveau à des questions d'évolution, quoi. C'est la clé de l'évolution, c'est l'imperfection du code génétique qui fait des erreurs, quoi. Et grâce à ces erreurs, soyons contents qu'il y a ces erreurs, les choses bougent. Et puis c'est pas fini.
Parfois, on oublie qu'on n'est qu'à un certain moment donné, au cours du temps, de quelque chose qui est en train de changer. On est assez anthropocentrique chaque fois. Hein. On pense que nous, on a finalement l'issue optimale, sublime, le sommet, c'est la fin. Ben non, ça continue. Moi, parfois, je suis amené à être super curieux de voir ce qui se passe dans le futur, quoi. Moi, j'aimerais bien voir ce qui se passe dans 50, voire 500 ans, quoi. Où sera le monde? Dans quel état? Et peuplé par qui et par quoi? J'en sais rien, mais je suis très curieux. De toute façon, ce n'est pas fini. Par contre, les 100 mètres en 0 seconde de l'humain aujourd'hui, non, c'est impossible. Oui. Ben, on peut rappeler ce mot de l'humoriste français Alphonse Sallet, « L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si on pense à l'époque où il a été créé. » Voilà, je te remercie Ben d'avoir répondu à ces questions.